bonsoir. Désolé pour le retard. C'est pour mettre du suspense un peu. Il y a du suspense? C'est réussi donc. Je m'appelle Jean-Marc Leroux. Et je suis le président et le cofondateur d'une jeune société qui s'appelle Aeris. Là, vous avez mon mail si vous voulez m'envoyer des insultes ou des remerciements. Voilà. Dans les deux cas, il n'y aura sûrement pas de réponse, donc essayez. Et donc aujourd'hui, je vais parler d'Aeris, de ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur dans la société, et ce qu'on fait aussi techniquement, présenter les technos en fait, qu'on développe. Je vais essayer de vous convaincre de créer votre société. Il y a des gens ici qui veulent créer une société quand ils sortent de l'école ou pas? Ok. Donc on essaiera de faire un petit tour, de voir pourquoi les autres ne veulent pas la monter, parce que limite si vous voulez déjà la monter, bah, tant mieux. Voilà. On ira essayer de voir pourquoi les autres ne veulent pas le faire, et je vous raconterai pourquoi moi je l'ai fait, et ce que ça donne. Voilà. Donc juste pour vous présenter un petit peu la société, ça fait 4 ans qu'elle existe, on l'a montée en 2010. Et en fait, le projet pour moi et mes associés, il a commencé pendant nos études. Donc moi j'ai 26 ans aujourd'hui. J'ai fait une école qui s'appelle l'EPITA, je pense que vous connaissez l'EPITA. Non mais c'est pas aujourd'hui, j'ai 26 ans aujourd'hui parce que j'ai 26 ans demain aussi, tu vois. Et hier j'avais 26 ans aussi. Mais c'est bien tenté. Et donc ça a commencé il y a à peu près 8 ans, donc en 2006. Donc à la fin de ma première année à l'EPITA, il y a 5 ans à l'EPITA, donc à la fin de ma première année de prépa, j'étais fasciné par un petit jeu à l'époque qui s'appelait Miniville. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était un jeu complètement bidon. On aimait bien les graphismes et le truc. Avec des potes, on s'est lancé dans créer une sorte de projet un peu similaire, mais beaucoup plus gros. On voulait en fait faire un mix entre Second Life, ça existe encore, et Facebook, si je la fais simple, okay, dans votre navigateur. Et donc ce qu'on a remarqué, c'est que pour faire des applications web, il n'y avait pas beaucoup de 3D en fait, il n'y avait pas beaucoup de techno pour faire de la 3D. Ça c'est le premier point. Et il n'y avait pas encore de techno pour faire non plus du temps réel dans le navigateur. Donc on s'est dit on va travailler sur ces parties-là et puis créer notre jeu application comme ça. Il faut savoir qu'à l'époque, on parlait à peine de HTML5, peut-être même pas du tout. Okay, donc c'était il y a très très longtemps. Il n'y avait pas d'iPhone à l'époque. Donc c'est vraiment très ancien. Et donc on a commencé à travailler sur ces projets-là en fait en plus de nos études. Donc ça veut dire que c'était vraiment en plus de ce qu'on fait dans le cursus d'EPITA. Donc si vous connaissez l'école, vous savez que c'est assez intense comme cursus, mais ça montre déjà qu'on aimait les trucs compliqués en fait. On aimait se faire mal. On est un peu maso. Et il se trouve qu'en sortant de l'école, on doit faire un stage, comme dans toutes les écoles. Et donc on a fait un stage où on a créé notre propre société. Et je pense qu'un truc qui est important à dire, c'est que il n'y a pas, je pense, une seule personne, quand on a dit qu'on allait créer notre société, qui nous a fait confiance, qui nous a cru, ou qui pensait qu'on allait y arriver. Mais pas une seule personne. Nos parents, pendant les 2 à 3 premières années, donc ça fait beaucoup sur 4 ans quand même, ont toujours essayé de nous dissuader et de démissionner. Nos professeurs nous ont pas encouragés, et on a vraiment eu aucun soutien. Le seul soutien qu'on pourrait avoir, c'est on allait voir des gens, on leur disait voilà, faudrait créer telle chose pour encourager l'entrepreneuriat, etc. Et on nous a dit bah faites-le, et puis après quand ce sera fait, on dira que c'est très bien. Voilà, donc il y avait pas de support, quoi. Personne ne voulait nous faire confiance. Et ça, généralement, c'est une des choses qui fait qu'on crée pas sa boîte, c'est qu'on s'imagine plein de choses sur ce que c'est de créer une société. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous démontrer que la France, c'est un très bon c'est peut-être même le meilleur pays du monde pour créer sa société quand on est dans le domaine dans lequel on est. Que 2, on est peut-être les meilleures personnes, même pas en France, mais au monde, pour créer une société. Et que 3, toutes les choses qu'on vous raconte sur pourquoi créer une boîte, c'est difficile, c'est faux. Voilà. Alors pourquoi, à cette époque-là, moi je ne savais pas tout ça, ok ? Et j'avais surtout pas un mec qui était venu avec des super bold claims comme ça, genre c'est trop bien en fait, faites-le. Donc pourquoi nous on l'a fait ? Bah déjà on l'a fait parce que tout le monde nous disait que c'était difficile, donc on trouvait ça plutôt cool de le faire quand même. On voulait s'en rendre compte par nous-mêmes. On est des ingénieurs,
Nous, ce qu'on aime, c'est les preuves. On aime quand c'est scientifique, on aime quand c'est démontré, pas juste les on dit. Il y a une blague, je suis pas sûr que ce soit une blague, mais c'est entre un mec qui croit en Dieu et un mec qui croit pas en Dieu. Entre un mec qui croit en Dieu et un scientifique, en fait. Le mec qui croit en Dieu, il raconte au scientifique qu'est-ce qu'il faudrait pour te convaincre de croire en Dieu. Le scientifique, il répond faudrait des preuves. Alors le mec qui croit en Dieu, il lui dit imagine tu meurs, t'arrives au paradis. T'es au paradis devant Dieu. Là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te dis? Et là, le scientifique, il répond pas assez de preuves. On a l'impression qu'il est con, le scientifique, okay, parce qu'il est devant Dieu, il est au paradis, ça. Mais c'est parce qu'il y a une différence entre ce que nos yeux voient et ce qu'on perçoit, et là où on est, et une preuve. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que tous les gens qui sont autour de vous, qui vont essayer de vous dissuader de ne pas créer votre société, ils vont avoir beaucoup de choses, mais ce ne sera pas des preuves. Ce sera juste un ressentiment, ce sera une peur, ce sera plein de choses. Et il faut comprendre qu'ils ne savent pas mieux que vous. Ils ne savent pas mieux que vous. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons rationnelles, beaucoup de preuves qui font qu'en fait, en France, c'est très bien de monter sa boîte. Par exemple, est-ce que vous savez quelle est la ville d'Europe où il y a le plus de start-up? Parce que tout le monde va vous dire, allez à Londres, c'est là que ça se passe. Allez à Berlin, il y a une super économie là-bas. La ville où il y a le plus de start-up en Europe, c'est Paris. Quel est le pays d'Europe qui dépense le plus en R&D? Donc des domaines qui nous concernent. Pareil, du coup, c'est pas parce qu'il y a des startups qu'il y a beaucoup de R&D. C'est un peu rapide. Mais c'est aussi Paris, c'est aussi la France, en fait, de manière générale. Et c'est avec presque 2 fois plus que ce qu'on a en Allemagne ou en Angleterre. Personne ne vous le dit, ça. Okay, et ça, c'est des chiffres. C'est des vrais nombres, indiscutables. Et oui, créer sa boîte en France, c'est compliqué, il y a de la paperasse à faire. Ça va vous prendre entre 1 et 3 semaines. Si vous allez en Chine, il y a beaucoup d'argent. Il faudra au moins 1 an pour créer une boîte. Okay, dans tous les pays émergents, Chine, Brésil, Mexique, machin, ça prendra des plombes pour monter une boîte. Okay, donc, il ne faut pas écouter ce que les gens vous disent, il faut réfléchir, il faut voir quel est votre projet à vous. Et il faut être limite obstiné, et je pense qu'il vaut mieux que vous soyez obstiné dans l'optimisme, en affrontant les problèmes quand ils arrivent, plutôt que d'abandonner pour des mauvaises raisons. Voilà. Donc nous, on a créé notre boîte, et on s'en foutait un petit peu de ce que tout le monde racontait. Nous, on voulait voir vraiment où était le problème. On était 3 associés, 2 de l'EPITA et 1 d'une école de commerce. Donc on n'est pas fou quand même. On allait choper un mec qui ferait la paperasse. Okay. Il a fait une école de commerce, mais il était plutôt sur le côté comptabilité. Donc on a chopé un mec qui ferait la paperasse. Voilà. Donc les fiches de paye, les URSAF, tout ça. C'est lui qui s'en occupe. Donc si vous voulez monter votre boîte, vous chopez un de vos potes, moi c'était un pote de lycée, vous chopez un pote de lycée qui a fait une école de commerce, qui aime faire de la comptabilité, ce que j'ai du mal à comprendre, mais vous le chopez et vous montez votre boîte, et ça marche très bien. Voilà. Quand on a créé la boîte, c'était en 2010, on pensait qu'en fait, ce qui serait compliqué, c'était ça, c'était vraiment la paperasse, c'était la loi, les trucs qu'on savait pas, etc. C'était vachement nouveau. Et en fait, c'est pas du tout ça qui est le plus dur. Et donc, je vais vous faire un petit historique en fait de la société juste après, et je vous raconterai en fait ce qui est vraiment dur. Mais d'abord, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Donc, on est 3 associés. Aujourd'hui, on a 12 employés, et donc ça fait 8 ans qu'on fait de la R&D. Et en gros, ce que je vais vous montrer, ça nous a coûté quasiment 1 million d'euros aujourd'hui à développer. Voilà. On n'a pas d'investisseurs. C'est un autre truc sur lequel je vais avancer tout de suite. On n'a pas d'investisseurs, donc on a commencé avec 1 000 euros de capital. Okay, on a pris sur notre prêt étudiant, chacun, tous les 3, un peu plus de 300 euros. Donc c'est 0 argent. Montez votre boîte avec 0 euros. Okay, rien. Peanuts. En travaillant en McDo, limite, mais même pas. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui vont essayer d'encourager les startups. Dans notre domaine, il y a beaucoup Cap Digital, donc c'est sur la région Île-de-France surtout. Mais donc du coup, vu que vous êtes là, ça vous concerne. Il y a d'autres structures comme Paris Incubateur de la ville de Paris, mais bon, je pense que niveau incubateur, vous avez plein d'options, n'est-ce pas? Et, ou pas tout de suite, mais très prochainement. Et il y a l'Institut Mines Télécom aussi, qui c'est pas juste des écoles, il y a des incubateurs, il y a de l'accompagnement de start-up, de PME innovantes, etc. etc. Et donc nous, on travaille avec les 3.
Ça, c'est pour tout ce qui est à Paris, les locaux, etc. Et les grands groupes français. Ça, c'est pour l'international. Et puis après, ça, c'est pour un peu la vie de tous les jours, en fait. Voilà, nous mettre dans un écosystème parisien. On est en partenariat avec Deco et Renault. En fait, on fait de la R&D avec eux. Je montrerai tout à l'heure une démo. On fait des voitures connectées avec Renault. C'est plutôt cool. Et on fait des services urbains connectés avec Deco, donc des panneaux, des abribus connectés, des panneaux connectés, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait deux technos, une qui s'appelle Orbit et une qui s'appelle Minko. Donc je vais commencer par Orbit. Orbit, c'est une techno pour faire du réseau temps réel pour les objets connectés. Je pense qu'objets connectés, ça vous parle, ok, l'Internet des objets. Il y a un truc qu'on n'évoque pas, c'est quand il y aura 50 milliards d'objets connectés en 2020, les réseaux télécoms actuels, ils sont juste pas du tout dimensionnés pour soutenir ce genre de trafic, surtout si on continue avec les technos actuels. Donc nous, on a développé une techno, en fait, qui va donc permettre de connecter les objets entre eux et d'être efficace et interopérable. Okay, c'est deux objectifs. Ça va aller très très vite, ça sera très léger et très très rapide, et ça va connecter tous les objets. Et quand je dis tous les objets, c'est vraiment des milliards et des milliards d'objets. Donc je vais juste vous montrer rapidement ce qu'on fait aujourd'hui. On permet de partager du contenu entre des écrans, par exemple, truc super classique. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait avec Deco, par exemple, où on va connecter votre téléphone à l'abribus pour échanger du contenu, pour jouer à un jeu, pour récupérer du média. On va permettre de prendre le contrôle d'un écran ou d'un robot. Donc on bosse beaucoup avec le robot Nao que vous connaissez sûrement. On va permettre de faire des dashboards temps réel. Par exemple, quelqu'un est en train de fracturer votre porte avant droite de voiture. Vous avez en fait une vue temps réel sur ce qui se passe dans votre voiture. Là, vous avez un exemple avec le robot. Et je vais vous montrer une petite vidéo justement de ce benchmark-là pour montrer ce que ça veut dire quand nous, on parle de temps réel et de performance. Donc en fait, là, vous avez un Nao, là, vous avez un avatar qui est synchro avec le robot. Là, vous avez une version faite avec Orbit, et là, avec une autre techno qui est beaucoup utilisée pour l'Internet des objets. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une techno qui est utilisée pour faire tout et n'importe quoi, surtout des objets. Et effectivement, je me la pète, puisque on voit une différence de fiabilité, on voit une différence de réactivité. Voilà, donc on voit bien que c'est... Merci. Je me la pète, ça marche. Donc ce qui est important là, c'est pas juste que le résultat est mieux, c'est que ça va coûter 200 fois moins de bande passante. 200 fois moins, ça veut dire que ça vous coûte 200 fois moins cher. Donc quand vous allez voir quelqu'un et dire bah, vos voitures connectées, elles vous coûtent tant chez Orange, bah, le mois prochain, si vous passez chez nous, ça va vous coûter 200 fois moins cher. C'est un argument de poids. On peut gérer 200 fois plus d'utilisateurs, on a besoin d'un réseau 200 fois moins puissant, etc. etc. Donc ça a plein d'impact. Mais l'argent, c'est cool. L'argent, tu vois, ça... On paye tous un forfait. Bon, maintenant, il est fixe. Vous êtes au courant plus que tout le monde. Mais, voilà. Et ça va consommer 30 fois moins de CPU. Donc, je peux faire 30 fois plus de choses sur le même CPU, avoir des CPU moins puissants, consommer moins de batterie, etc., etc. Donc, super important pour les objets connectés. Voilà. Donc le but d'Orbit, c'est de connecter tout. Voilà le genre d'univers en fait qu'on va permettre d'interconnecter. Et notre but, c'est d'être vraiment entièrement interopérable et très rapide. Bon, ça, je passe rapidement, juste pour dire qu'en fait, on supporte du PC, du serveur, du smartphone, de la tablette, tout ce qui est embarqué avec de l'Arduino, des chips un peu rikiki, du web, évidemment. Et l'idée, c'est vraiment de supporter toutes ces plateformes logicielles et matériels-là, et de supporter également du Wi-Fi, du Bluetooth, du 3G, de la 4G, de pouvoir tout connecter ensemble sur n'importe quel réseau, en fait. Donc, comment ça marche? Il y a des standards qui ont été définis il y a plus de 40 ans d'ailleurs, qui servent en fait à gérer les télécommunications, TCP/IP, Ethernet, qui sont à différents niveaux en fait d'une stack réseau. Et nous, on va venir vraiment au niveau de la couche applicative, c'est-à-dire la couche dont tout le monde se fout d'habitude. Il n'y a pas de standard. Ils sont là, je leur dis, débrouille-toi. Voilà. Et donc la solution choisie généralement, c'est on va faire du web service, on va faire du XML, on va faire des trucs qui sont très pratiques, qui sont lisibles par les humains, mais qui sont très difficilement en fait lisibles par des machines sans perte d'efficacité. Donc nous, on va
intervenir là, dans ce qu'on appelle la couche de présentation en fait, des données de la stack réseau. Et on va fournir en fait, une implémentation d'Orbit pour toutes les plateformes qu'on veut cibler. Donc quel que soit le langage ou la plateforme qu'on va utiliser, il y aura une version d'Orbit qui fonctionne de la même manière, de manière cohérente, etc. et qui va permettre de faire du réseau sans se prendre la tête. Donc ce qu'on fournit en fait, c'est une manière de développer des applications connectées, où en fait ça passe par des messages binaires. Donc c'est que du binaire, c'est pas du tout lisible par un humain. On s'en fout des humains. On veut connecter les objets, pas les humains. C'est pas un réseau social, hein. C'est du réseau. Il n'y a pas de métadonnées. Donc ça veut dire que quand par exemple vous synchronisez la position de GPS d'une voiture, ça envoie latitude, longitude et c'est tout. Rien d'autre autour, rien. Donc ça veut dire qu'on utilise à 100% efficacement la bande passante, ce qui fait qu'on a des bien meilleurs résultats. On en fournit un SDK avec différents langages. Donc il y a du C, C++, du Flash, de l'Objective-C et du JavaScript. Déjà avec ça, en fait, rien qu'avec le C, on peut cibler tout ce qui est embarqué facilement. Et puis avec les autres langages, après, on peut cibler vraiment un nombre de devices très très large. Et on fournit une petite application pour éviter aux gens de faire la ligne de commande, parce que la plupart des développeurs n'aiment pas faire la ligne de commande. Voilà. Bon, voilà. Il y a un type de développeur qui n'aime pas faire de ligne de commande, c'est comme ça. On n'est pas obligé de les respecter, hein, mais voilà. Ok, donc comment ça marche? Pourquoi c'est magique? Parce qu'en fait, au lieu de dire bah, envoie sur le réseau des trucs et puis je vais m'arranger pour les lire, nous on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on va demander en fait de décrire les besoins de l'application, donc ce qu'elle va envoyer et recevoir, et à partir de la description, qui est formalisée sous forme de messages et d'acteurs, et de ce qu'on appelle un métaprotocole, on va générer un protocole spécifique à l'application. Donc c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un ingé qui va écrire d'un côté sur le réseau et lire de l'autre, et faire ça pour autant de plateformes qu'il voudra gérer, donc ça prend un temps absolument incroyable, on va en fait générer le code à sa place. Okay, donc on va virer des gens, hein, c'est un peu l'idée. Non, on va pas virer des gens parce qu'aujourd'hui c'est des gens qui sont pas là, parce qu'au lieu de faire ça, ils font du XML tout dégueulasse. Okay, donc au lieu de faire du XML, on va décrire ce qu'on veut faire. Okay, on va décrire ses services d'une manière, et ensuite on va générer un protocole binaire le plus performant possible pour faire les tâches qu'on voulait faire sur le réseau. Voilà. Et donc ça fait que ce que c'est censé faire, mais ça le fait de la manière la meilleure possible. Donc comme j'ai dit, on travaille sur des voitures connectées et sur des villes intelligentes, ce qui veut tout et rien dire. Je vais vous montrer en fait un petit proto qu'on a fait. Hop. Voilà. Donc là, on a une voiture et via un téléphone. C'est un Nokia en plus, donc on se donne de la peine quand même. C'est pas genre un truc mainstream et tout. Nokia, c'est hipster limite. On va pouvoir en fait piloter la voiture. Donc ça fait comme dans James Bond. La première réaction, c'est ouah, c'est classe parce que ça marche. Deuxième réaction, c'est un peu débile de conduire sa voiture avec son téléphone. Certes. Mais attention, rappelez-vous, Orbit, okay, c'est interopérable. Là, je vous montre avec un téléphone, mais ça veut dire que je peux connecter des robots, je peux connecter une pompe à essence, les outils du mécanicien, les serveurs de votre assureur. Okay, donc ça veut dire que je peux imaginer tous les usages possibles et je peux les créer. Et la voiture, elle est connectée en temps réel et 100% interopérable. Ça veut dire que vous sortez de votre avion, votre téléphone se connecte à l'aéroport se connecte au parking, le parking se connecte à votre voiture, et la pilote, il la fait sortir juste devant vous quand vous sortez de l'aéroport. Par exemple, quand vous avez un accident, votre assureur peut être prévenu en temps réel, il a le relevé exactement de ce qui s'est passé sur votre voiture, il peut déterminer si vous êtes responsable ou pas. Ça apporte beaucoup de bonnes choses, beaucoup de mauvaises choses, il y a plein d'usages à faire. Mais ce qui est important ici, ce qu'on montre, c'est que c'est pas juste que la voiture est connectée, mais c'est aussi, rappelez-vous, qu'elle est interopérable. Donc au-delà de la démo du smartphone à la James Bond, il y a beaucoup d'usages très très concrets. Alors c'est un peu à la mode, effectivement, les histoires de bagnoles automatiques. Là, on ne parle pas d'automatique ou d'intelligence. La voiture n'est pas intelligente. Elle est aussi intelligente que le mec qui a le smartphone. Elle peut être connectée à la voiture de devant, mais c'est toujours pas intelligent. Voilà. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est intelligent. Nous, on va juste les faire communiquer. Tu as vu l'épisode 1 avec Jar Jar Binks? Jar Jar Binks, il parle, mais il n'est pas intelligent. Voilà. Tu pensais pas que Jar Jar Binks pourrait un jour servir à montrer un truc utile, et en fait, voilà. Donc, tu vois la différence? Nous, on fait parler les trucs, on les rend pas intelligents. Après, c'est le problème des autres. Donc chacun ses soucis, tu vois. Okay. Tout à fait.
Donc on a une connexion rapide, mais c'est pas parce qu'on se parle rapidement qu'on échange des choses intelligentes. Par exemple, si on continue là en boucle. Voilà, nous on fait juste la partie communication et après ce que les gens se racontent, c'est pas d'autre problème. Donc ça pour info, pour revenir un petit peu sur l'entrepreneuriat, ça c'est 2 semaines de travail, mais c'est 1 an pour trouver les gens avec qui faire le projet. Donc les gens qui ont la voiture et qui peuvent nous aider à déployer ça en ligne. Okay, donc 1 an juste à chercher des gens, à parler, rencontrer plein de gens qui nous ont dit c'est impossible, personne ne bossera jamais avec vous. On a vu PSA, on a vu Renault, on a vu plein de gens, des assos, on a fait des événements, etc. Tout le monde nous a dit non jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui nous dise ah c'est rigolo. Et 2 semaines après, il avait une voiture connectée. Voilà. Alors, ça sert à faire des voitures connectées, ça sert aussi à faire des trucs beaucoup plus futiles. Parce qu'aujourd'hui, on ne gagne pas notre vie avec les voitures connectées. Ça, c'est un truc un peu plus rigolo. Je le montre parce que c'est passé sur France 2 dans Envoyé spécial. Là encore, je me la pète. Tu l'as pas dit, mais je me la pète. Derrière, on a un site web, en fait, et on va connecter des smartphones au site web. Alors, des trucs comme ça, on en a fait des dizaines. On a fait pour Harry Potter, on a fait pour vendre des voitures, on a fait plein de trucs différents. Voilà. Et c'est pour vous montrer qu'on peut aussi faire des expériences un peu créa, un peu sympa. Et les gens trouvent ça magique en fait. On montre ça à des gens, ils trouvent ça vraiment magique et bluffant. Et les gens qui font des spectacles de magie à Las Vegas, qui nous ont approchés pour comprendre comment ça marchait quoi. Et quand on leur a dit bah c'est du réseau, c'est genre ah ouais. C'est genre, en fait, voilà. Mais là, ça montre que parce que c'est rapide, on peut créer des choses qu'on ne pouvait pas créer avant. S'il y a 1 seconde entre ce que je fais sur mon téléphone et sur l'écran, c'est pourri, on n'y croit pas. Là, on y croit, et c'est ça qui est intéressant. Donc, il ne faut pas croire que la performance, c'est juste la performance pour faire un concours de performance. C'est la performance qui peut apporter de nouveaux usages. Et par exemple, la voiture qui peut freiner rapidement parce qu'elle sait rapidement que celle d'en face freine, c'est un autre usage où la performance joue un grand rôle. Voilà. Donc performance et interopérabilité, c'est les maîtres mots pour Orbit. Donc, comme on aime bien les trucs difficiles, on a fait 2 technos. Comme j'évoquais au départ, tout le monde nous a fait il faut en faire une seule, pas 2, vous n'y arriverez jamais, etc. Nous, on a fait oui, mais c'est quand même plus rigolo d'en faire 2. Donc, on en a fait 2. Voilà. Et heureusement qu'on a fait 2 parce que tantôt on vit de l'une, tantôt on vit de l'autre. Donc heureusement qu'on a les 2, puisqu'encore une fois on n'a pas d'investisseurs. Donc c'est nos clients qui nous payent à chaque fois pour faire des trucs. Donc plus on a en fait de ressources, plus on a de choses intéressantes à montrer, plus on a d'opportunités commerciales. Voilà. Donc c'est beaucoup plus dur à développer en termes de marketing parce que les gens vous identifient pas forcément aussi facilement, ils mélangent les 2 technos. Alors pour des gens qui savent coder, développeurs, c'est complètement débile de mélanger nos 2 technos, vous verrez, il n'y a aucune raison. Mais voilà, c'est quand même très compliqué pour le commun des mortels, on va dire, d'avoir en face une boîte qui fait 2 technos. C'est une techno qui permet de faire des applications 3D. Et le but, c'est de pouvoir créer une application 3D qui va être compatible avec Windows, Mac, Linux, iOS, Android et HTML5. Donc ça veut dire de faire un développement, un seul code, et de l'avoir, de déployer l'application sur tous ces devices-là d'un seul coup. Okay. Donc là-dessus, en fait, on a la techno et puis on vend 3 produits. Le premier, le plus simple à utiliser, on va dire, celui que même Madame Michu pourrait utiliser, si elle kiffe la 3D, c'est un Dropbox de la 3D. Vous voyez ce que c'est Dropbox? C'est pour échanger, synchroniser des fichiers. Alors pour un PDF ou pour un fichier Excel, les comptables, ils sont super contents, ça marche. Et derrière, quand on fait de la CAO, quand on fait de la 3D, quand on fait du jeu vidéo, les fichiers 3D, c'est super lourd, et Dropbox, c'est pas du tout adapté. Donc ce que nous on a fait, en fait, c'est qu'on a fait un Dropbox de la 3D. On peut facilement partager, visualiser, annoter des modèles 3D depuis tous ces devices. Donc je vais vous montrer une petite vidéo qui présente la techno. Donc je vais skipper un peu parce que c'est un peu long. Voilà, donc le but c'est vraiment de promettre aux gens depuis leur téléphone, depuis leur tablette, depuis leur extranet, depuis leur réseau social d'entreprise, de partager et annoter de la 3D. Donc il y a beaucoup d'entreprises en fait qui numérisent tout
tous les produits que j'utilise tous les jours, je sais pas, les bancs, là, même la pièce, ils ont été conçus en 3D en fait, avant d'être vraiment réalisés. Et aujourd'hui, pour partager un fichier 3D, c'est la croix et la bannière. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise de nouveaux supports mobiles, donc smartphone, tablette, et les nouvelles capacités de HTML5 pour partager du contenu 3D efficacement dans le cloud et sur les mobiles. On fait ce qu'on appelle du Big Data 3D, donc le mot super cool Big Data qui veut tout rien dire. Bah, nous, on l'a un peu spécialisé avec 3D. On va faire du streaming 3D. On va permettre de streamer en fait du maillage 3D pour diviser par 200 le temps de chargement d'un objet 3D. Un peu comme sur Google Maps, quand vous zoomez, ça ajoute de la précision. C'est un peu le même principe mais pour de la 3D. Okay. Donc ça, c'est les genres de tâches de R&D qu'on fait. Et donc on divise par 200 le temps de chargement d'un objet 3D. On a des gens qui bossent là-dessus justement sur les algos de compression, etc. Voilà. Donc là, on bosse avec Ubisoft, par exemple. Vous connaissez Ubisoft? Ça va, moi aussi, hein, c'est bon. Donc là, ça vous montre la comparaison entre un fichier original et un fichier une fois compressé. Okay, donc on va compresser les textures, les maillages, etc. Et ce qui est important, c'est que votre fichier de 300 mégas sur votre téléphone, il passera jamais. Et à télécharger, ça prendra une plombe. Et là, ça prend une seconde. Okay, donc entre une plombe et une seconde, c'est vendeur quand même. Ça fait un gros gap. On fait un deuxième outil qui s'appelle Minco Studio. Peut-être vous connaissez Unity. Bah, c'est comme Unity. Voilà. Donc on fait un clone d'Unity. Pardon? Ok, c'est une question trop obscure pour moi. Mais tu as fait un petit geste de danse que j'ai beaucoup aimé. Et on fait une troisième chose qui va à mon avis beaucoup vous intéresser. C'est que la différence par rapport à Unity, c'est qu'on fournit un SDK qui est gratuit et open source. Donc ça veut dire que non seulement on crée notre boîte alors qu'il ne faut pas, non seulement on fait 2 technos, mais en plus on les file gratuits, quoi. Donc c'est plein de défis sur lesquels je reviendrai. Donc la première bêta en fait de ce nouveau SDK, elle sort lundi si tout va bien. C'est quasiment 1 million de lignes de code juste dans le code qui est dans le SDK. Je compte même pas les bibliothèques qui sont juste mises sous forme binaire. Donc on dépasse très largement plusieurs millions de lignes de code. Et rappelez-vous que c'est 1 million de lignes de code qui va marcher sur Windows, Mac, Linux, iOS, Android et même en HTML5. Okay, c'est du code natif et on transforme ce code natif vers du HTML5. Okay, les applications HTML5 qui font 1 million de lignes de code, j'en connais pas beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Okay. Voilà, donc c'est gratuit et c'est open source. La promesse, c'est de faire un seul travail, une seule app et de pouvoir la déployer sur... quand on parle d'Android, il ne faut pas oublier qu'il y a des consoles genre Ouya ou la Nvidia Shield par exemple. Donc c'est vraiment beaucoup de devices que vous pouvez adresser. Je ne parle même pas du web où effectivement vous avez vraiment des milliards de PC branchés sur le web. Et nous, ce qu'on va fournir, c'est donc gratuit, open source, machin. Il y a un moteur 3D, évidemment, hein, sinon c'est pas de la 3D. Il y a un moteur physique. Il y a un moteur de particules, il y a tout ce qu'il faut pour programmer le GPU, donc la carte graphique, des trucs super cool. C'est fait en C++ moderne, okay, donc la différence par rapport à d'autres moteurs 3D C++ qui sont plus maintenus, c'est que là vous avez du code en C++ 11, donc c'est vraiment très très moderne. Vous pouvez scripter en Lua. Il y a des plugins cool pour gérer par exemple Oculus Rift, je ne sais pas si vous connaissez Oculus Rift. Voilà, donc en fait avec une ligne de code, vous avez l'Oculus Rift qui marche dans votre application. Pour gérer du Leap Motion, donc ça je vais vous montrer une petite vidéo. Non, j'ai pas de vidéo pour ça en fait, désolé. Et vous pouvez... Déception. Peut-être si vous êtes sage, après je m'embêterai à la trouver. Et on peut switcher entre DirectX et OpenGL, donc ça veut dire que je peux mettre mes applications sur le Windows Store par exemple, parce que sur le Windows Store, il faut faire du DirectX. Voilà, c'est comme ça, mais sur Windows Store, il faut faire du DirectX. Ok. Donc vous avez tout ça, c'est gratuit, open source, vous pouvez aller regarder. Pour être tout à fait exact, ça fait pour l'instant 800 000 lignes de code, mais on ne désespère pas d'arriver au million d'ici 3 semaines. Il y a déjà des jeux commerciaux qui ont été faits avec Minco. Ça, c'est un jeu fait par Electronic Arts, enfin publié par Electronic Arts. C'est un jeu iPhone. Ce qui explique le fait que ça ressemble pas à Crysis 3. Hein. C'est un jeu iPhone pour iPhone 4. C'est un jeu massivement multijoueur de tank. Voilà, qui est sorti l'an dernier. Donc c'est plutôt cool d'avoir des jeux Electronic Arts faits avec sa techno 3D. On travaille avec un studio allemand qui s'appelle Big Point.
Donc nous, ce qu'on leur fournit au studio, en fait, c'est nos outils, c'est du support technique, des licences, etc. Et quelques petits développements, en fait, pour que la techno arrive à faire tout ce qu'ils ont besoin de faire. Et avec BigPoint, en fait, on fait un jeu qui va sortir en bêta public, je crois, le mois prochain, et qui devrait être ouvert cette année. C'est pour montrer les graphismes, en fait, qu'on aura pour le jeu. Donc ça, c'est un jeu qui sera sur Facebook. Voilà. Alors, le truc qui est frustrant, c'est quand on fait le moteur 3D et qu'on n'a pas les assets, donc les fichiers, les textures, etc., c'est beaucoup moins joli que ça. Et les mecs qui ont des équipes de 20 personnes, 20 ou 30 personnes pour faire justement le graphisme, etc., ils avaient à vraiment avoir des bons résultats. Voilà, donc c'est un jeu, vous l'aurez deviné, où il faut construire et gérer un aéroport. Donc ça se veut être une sorte de Farmville, mais pour un peu plus hardcore, avec de la micro-gestion plus poussée. Donc c'est plus pro de jeu stratégie que de Farmville où il faut cultiver des tomates. Voilà, il y a des trucs sympas, genre le flou, vous voyez dans le fond, là, le depth of field, c'est plutôt cool. Voilà. Je garantis pas que ça rendra comme ça sur un PC d'il y a 4 ans, mais en gros c'est ce qu'ils veulent atteindre et c'est ce vers quoi ça tend. Voilà, donc c'est sacrément joli. Voilà, donc en fait chez nous on a des équipes qui font du support technique ou qui font du développement pour eux, et donc on a organisé chez nous pour que quand ils ont un problème ils nous appellent, ils ont des systèmes en fait de helpdesk qui passent, ça envoie des mails, etc. Les gens sont notifiés, enfin on a des process en interne, on est que 12, mais on a en fait du support technique, des gens qui sont d'astreinte. Cette semaine c'est toi, cette semaine c'est encore toi parce que je t'aime pas, etc. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour la partie technologique, et là je vais un peu plus rentrer dans les détails de la société, donc comment on l'a créée, puis je vais essayer de vous raconter en fait année par année comment ça s'est passé, comment ont un petit peu évolué les technos chaque année. Et donc là je commence quand la société a été créée, j'ai un peu parlé de ce qui s'est passé avant, donc c'est en 2010. Donc notre stage en fait de fin d'études on l'a commencé en 2009, on l'a fini en 2010, on était diplômé officiellement en 2010. Et donc la société on l'a créée, en fait on est sur internet, on a copié-collé des statuts, on a fait une SAS, il y a plein de formes juridiques possibles en France, la SAS est plus à la mode. Est-ce que vous savez combien d'argent il faut pour créer une société aujourd'hui en France? C'est bien, il faut 1 euro. Moi je pensais qu'il y a des gens qui allaient dire 50 000, 100 000, et ça... Ok, donc je pourrais pas jouer au juste prix, tant pis. C'était mon seul jeu que j'avais pour ce soir, pour vous dynamiser. C'est pas grave, vous avez ruiné mon effet. Ok, plus sérieusement, il faut 1 euro pour créer la structure juridique. Après, pour vraiment créer la société, il vous faut environ 500 euros. Parce que même si vous avez le droit de commencer à 1 euro de capital, ok, il y a quand même des frais. Donc il y a des frais pour en fait qu'il y ait une publication au journal officiel. Il y a des frais pour le compte en banque. Donc en fait, ça coûte grosso modo 500 euros. Si vous avez 500 euros, vous avez de quoi faire tourner la boîte, une structure en fait juridique pendant 1 an. Donc c'est pas des masses, 500 euros. Ok. Donc c'est accessible via un prêt étudiant, accessible via vos parents qui peuvent vous prêter 500 euros, etc. Et si vous avez des associés, rappelez-vous que c'est 500 euros divisé en 2, en 3, etc. Quand on a créé la société, donc nous on a mis 1 500 euros de capital exactement au départ, 500 euros chacun. Donc ça veut dire qu'on était 3 potes, on a mis 500 euros chacun. Donc ça veut dire qu'on avait 33 et 34%. Je vous laisse deviner qu'il y avait 34%. Ok, bon, ça fait pas de grande différence, c'est pas avec 1% qu'on se sent le chef absolu, parce que j'avais pas la majorité absolue. Mais donc ça veut dire qu'on a partagé vraiment à part égale, dans l'idée qu'on était 3 potes, et qu'on allait partager à part égale, parce qu'on allait bosser à part égale, ce qui est complètement faux. Et qu'on aurait les mêmes responsabilités, ce qui est aussi complètement faux. Mais voilà, pour dire qu'on a fait un truc naïf, et puis c'était cool. Comment on a fait? Parce qu'on n'avait pas d'investisseurs, et à un moment, il fallait qu'on mange. Ça, c'est un problème assez récurrent chez les gens. Et donc, pour ça, il fallait qu'on puisse se payer. Donc, le premier objectif pour nous, la première année, c'est de pouvoir se payer un SMIC. Genre, waouh, un SMIC. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que nos collègues, quand ils sont sortis de l'école, eux, ils ont eu le salaire moyen d'un ingénieur junior, à savoir 36 000 euros bruts par an. Okay, le SMIC, c'est sensiblement inférieur. Voilà, c'est quasiment de l'ordre de 3 fois moins. Okay, donc, on n'a pas la même vie.
Ce qui est intéressant, c'est que quand moi j'ai fait mes prêts étudiants, à ma banquière, je lui ai dit, mais regardez, filez-moi le prêt, parce qu'après, vous avez vu le salaire que j'ai. Elle savait pas que moi je voulais monter ma boîte et qu'en fait je serais un super pauvre. Voilà. Je ne savais pas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est très précaire. Et aujourd'hui encore, après 4 ans, je suis payé le SMIC. On y reviendra. Je pleurerai, tout ça. Donc ce qui est important, c'est qu'on voulait travailler, on voulait des clients. Donc nous, on est passé en fait par le réseau d'anciens de notre école. On a trouvé des gens. Je faisais du freelance à l'époque en fait. Et en faisant du freelance, j'ai trouvé des gens qui voulaient en fait ce qu'on faisait technologiquement pour le mettre dans des projets de pub. Peut-être que vous connaissez un jeu qui s'appelle Paf le chien. Okay. Moi, j'ai eu l'immense plaisir de faire Paf le chien 2, qui reste malheureusement aujourd'hui l'application que j'ai faite qui a eu le plus de joueurs. 12 millions de joueurs, un truc comme ça, la dernière fois que j'avais regardé, c'est longtemps, mais voilà. Donc c'est dur à battre. Et c'est en faisant ce jeu-là en fait en freelance, pour pas très cher, que j'ai réussi en fait à rencontrer des gens qui travaillaient dans le domaine de la pub et qui ont voulu faire des projets de pub, comme ce que j'ai montré avec Aristoff Black, là, avec le VR, etc. Donc on a trouvé des gens qui se sont dit, on va vous héberger gratuitement chez nous. Faut pas croire, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à vous filer 2 bureaux. 2 bureaux, c'est pas énorme, hein, pour travailler au quotidien avec eux et aller un petit peu augmenter ce qu'ils savent faire technologiquement. Donc ça a commencé comme ça. Et donc la première année, on a réussi à vendre 2-3 projets, à faire 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, c'était la fête. Hein. La première fois qu'on a eu un chèque, on était genre, on est super riche et tout, machin. Voilà. Et c'était pas... on était ultra heureux, alors que maintenant, 30 000 euros, c'est ce qu'il nous faut par mois. Voilà. Donc le problème en France, quand vous créez une boîte sans argent, c'est que vous n'avez pas d'argent, et quand on n'a pas d'argent, on vous en donne pas. Ça peut paraître méchant, mais c'est logique. C'est vrai qu'on n'a pas trop tendance nous-mêmes à lâcher un gros billet de 50 euros au clodo à la sortie de la bouche du métro. Donc il faut être cohérent. C'est normal que la BPI va pas venir vous donner comme ça 50 000 euros pour on ne sait pas quoi. Okay, on peut ne pas les aimer pour ça, mais ça reste un peu cohérent, on peut comprendre. Donc on n'a pas d'argent. On peut avoir des investisseurs. Le problème, c'est qu'un investisseur, il va directement vous manger entre 20 et 30% de votre boîte sur un projet qui n'est pas encore vraiment très concret. C'est pas forcément une personne que vous connaissez beaucoup. Donc nous, on ne voulait pas lever de fonds. On ne voulait pas lever de fonds aussi parce que on voulait se tromper. Alors ça paraît pas complètement débile, mais on voulait se tromper. On voulait comprendre comment ça marchait, ce qui marchait pas, et modifier, et avoir les mains libres. Ça veut dire que quand on prenait une décision, il n'y avait personne, à part nous trois, qui pouvait vraiment décider ce qui allait se passer. Okay, notre destin était entre nos mains. Et donc on pouvait remodeler toute la société comme on voulait. Quand vous faites une SAS, par exemple, vous pouvez inventer des titres. C'est-à-dire qu'au lieu de président directeur général, vous pouvez être maître de l'univers. Okay, c'est permis. Et vu le peu de lecture qui fonde vos statuts, personne ne s'en rendra compte. Okay, mais c'est pour vous dire qu'on voulait vraiment maîtriser tout ce qu'on pouvait faire, avoir une organisation complètement nouvelle. On n'avait jamais été salarié, donc on ne savait pas du tout ce que c'était d'être salarié, d'avoir une hiérarchie, machin et tout, donc on va tout inventer de zéro. Okay, on va se renseigner un petit peu comment ça marche, pour pas partir de zéro, mais en gros, on ne va pas écouter tout ce qui se dit à droite, à gauche, etc. On ne suit pas la mode. Okay, je pense qu'au final, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui suivent la mode. Ceux-là, soit ils vont à San Francisco s'ils sont riches, soit ils vont à Paris et ils disent qu'ils veulent aller à San Francisco s'ils sont pauvres. Et après, il y a ceux qui font la mode. Il y a ceux qui disent « j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des choses complètement différentes du fait qu'on parle de moi ou machin, ou je sais pas trop quoi. Je veux pas suivre les autres, moi je veux faire mon truc, voir pourquoi ça marche pas. Et à la limite, si tout le monde se barre, ça m'arrange parce qu'il y aura plus de place pour moi. » Donc la crise économique, par exemple, c'était c'est toujours d'ailleurs autant une opportunité qu'un problème. Il n'y a pas d'argent, mais tout le monde est en train de mourir à côté. Voilà. Et ça se résume en fait au dernier mec qui reste debout. Et ça, c'est vraiment important. Je vais vous raconter l'histoire en entier et vous verrez qu'en fait, je ne pense pas que quelqu'un chez nous, en tout cas pas dans les trois associés, c'est sûr, ait une quelconque, soit super intelligent. Ok, ou soit, je sais pas, un quelconque talent. On est des gens normaux comme vous, quoi. Il y en a peut-être dans la salle qui ont le même âge que moi. C'est genre tout à fait normaux, quoi. Ok. Je dis bitch à de couilles comme ça. Je suis souvent vulgaire, c'est vrai. C'est enregistré en plus. Mais voilà. Voilà. Mais
on a quand même fait ça et on voulait que ça se passe. Donc, voilà. Donc, ce qui reste à la fin, c'est que c'est le mec le plus endurant, c'est le mec qui reste debout, qui arrive à faire un truc. Ok ? Où que vous soyez. Il faut vous rappeler qu'il y a des mecs dans des pays merdiques, ils montent leur boîte. Il y a des mecs dans des dictatures communistes, ils montent des boîtes. Okay, donc moi, quand je suis sorti de ma super école d'ingénieur et que j'avais un salaire qui me promettait d'être dans les 5% les plus riches de la planète, okay, c'est pas linéaire, hein, mais c'est quand même pas mal 5%. Au pire 10%, tu vois, genre, et je suis juste diplômé. Je trouvais ça insensé qu'on me dise de pas monter ma boîte, que j'y arriverais pas. Et donc c'est insensé. Tous les gens qui ont le plein emploi et qui ont une idée de monter leur boîte, ils devraient monter leur boîte. Parce qu'au final, tout ce qu'on vous raconte, c'est faux. Ce qui joue vraiment le plus, c'est d'avoir des couilles, pardon, et de rester comme ça. Même quand il y a une tempête, on reste et il faut être juste très fort. C'est tout. Il faut juste être genre, je m'en fous. Voilà. Ok ? En 2012, on a eu un gros problème. Parce qu'on n'avait plus d'argent. Donc en fait, on avait engagé plein de gens en disant, voilà, on a des fonds, on a réussi à gagner des sous, on va engager des gens. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, en fait, les projets n'arrivent pas au moment où ils devraient arriver. Et donc, il y a 3 ou 4 mois de décalage de trésor où il n'y a plus d'argent du tout. Et donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a dit aux employés, voilà, il n'y a plus d'argent. Donc si ça continue comme ça, dans 3 mois, on ferme boutique et c'est fini. Il y a une autre solution, c'est soit on divise vos salaires par 2, voire même plus que 2, on vous met tous au SMIC, soit il y a des départs volontaires. Ok ? Donc ça veut dire qu'on allait voir les gens qu'on avait recrutés, puis on leur a dit, voilà, faut, soit vous partez, soit on ne peut plus vous payer. Et donc ils se sont concertés, et ils ont tous décidé de rester. Tous. Pas 1, pas 2, tous. À l'époque, ils étaient 7. Okay. Là encore, ça vous montre que ce qui est important, c'est pas l'argent. Okay, ce qui vous montre, c'est que les gens, ils étaient prêts à rester quoi qu'il arrive. Qu'ils avaient une raison de rester qui était autre chose qu'un salaire. Okay, qu'ils avaient une raison de rester qui ne s'achète pas. Et donc, ça se traduit dans comment vous recrutez les gens, comment vous les motivez, comment vous leur parlez, comment vous leur considérez. Et c'est peut-être des choses qu'on a acquis, qu'on n'aurait pas acquis si on avait des investisseurs qui nous auraient dit, par exemple, de virer des gens ou de les virer avant qu'on ait des problèmes, etc., etc. Donc ils sont tous restés. 6 mois après, l'activité avait explosé. On les a remboursés. Et on leur a en plus offert une mutuelle à 100%. Comme ça, ils pouvaient avoir des lunettes. Et comme ça, tout le fait qu'ils n'avaient pas mangé pendant 6 mois pouvait être traité par des médecins compétents. Et donc, on finit par faire 300 000 € de chiffre d'affaires. Mais là encore, vous voyez, la boîte, je crois que tous les ans, elle frôle la mort, en fait, tout le temps. Et on a un compteur qui dit, voilà, vous avez 6 mois à vivre avec l'argent que vous avez. Et pendant ces 6 mois, il faut faire en sorte que vous arriviez à vivre 6 mois de plus, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, quand on a commencé, on avait 3 mois devant nous avec 2 personnes. Et aujourd'hui, on a 8 mois devant nous avec 12 personnes. On a un compteur toujours au-dessus de la tête qui dit, voilà, on va mourir en octobre. En octobre, c'est la fin. Si on n'arrive pas à toujours mettre du carburant, c'est la fin. Et le carburant, c'est pas l'argent. Donc en 2013, il s'est passé plein de trucs cool. Et donc on a rejoint un incubateur et on a fait un partenariat avec Renault et Deco. Ça peut paraître idiot, mais ça nous rapporte 0 €. C'est du travail qu'on fait qui nous rapporte 0. Mais derrière, ça nous rapporte beaucoup de crédibilité, d'une part, et beaucoup de connaissances sur comment ça marche dans ce genre de société. Okay, dans le CAC 40, comment ça se passe, les grands groupes, comment ils travaillent, etc. Et on a commencé à approcher des industriels comme Safran ou LVMH, avec qui on travaille aujourd'hui au quotidien, pour faire des projets vraiment beaucoup plus massifs, pas juste des projets de pub, mais vraiment des projets industriels concrets. Ça veut dire que une boîte de gens qui ne savaient rien de ce que c'est une entreprise 3 ans avant a commencé à bosser avec le CAC 40, okay, à faire des offres pour des projets, des offres qui font 40 pages. Okay, c'est pas un devis lancé sur une table, c'est 40 pages. Okay, donc rien que faire l'offre, ça coûte de l'argent. Juste parce que y a une crédibilité, parce qu'on s'occupe de nos clients, parce que c'est important, parce qu'on n'a pas d'argent, quoi. Le fait qu'on n'a pas d'argent, c'est un de nos meilleurs atouts. Et un jour, il y avait le directeur de
banque d'investissement de France qui visitait les locaux de l'incubateur. Il est venu dans nos locaux et il a dit vous êtes rentable, là, c'est bien. Déjà, les startups qui vivent plus de 3 ans, ça fait même pas 10%. Les startups qui sont rentables au bout de 3 ans, c'est encore plus marginal. Et les startups qui n'ont pas levé de fonds, qui ont plus de 3 ans et qui sont rentables, il n'y en a quasiment aucune. Donc il était surpris. Et moi, je lui explique bah ouais, mais on n'est pas, en fait, on n'est pas une société qui n'a pas beaucoup de fonds. On est une société à fonds infinis. Alors il me regarde, genre, c'est débile. Et mathématiquement, c'est un peu inepte peut-être. Et je lui dis, bah ouais, parce que de toute façon, comme on n'avait pas d'argent au départ, et qu'on est encore là, ok. Et surtout qu'on n'a pas d'argent, on fait le plan de ce qu'on veut faire, on projette quel que soit le prix que ça coûte. Même si ça coûte 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 10 millions d'euros, on s'en fout. On dit voilà, ça va prendre peut-être 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, mais on va le faire. Et on trouvera les moyens de le faire après. On fait ce qu'on veut faire d'abord, et après, on trouve l'argent, en fait. Voilà. L'argent, ça vient après. D'ailleurs, à ce niveau-là, je crois que les gens qui nous ont le plus aidés, en fait, c'est pas les gens qui nous ont donné des conseils, c'est les gens qui nous ont posé des questions. C'est-à-dire que les meilleurs mecs qui nous ont aidés à avancer, c'est pas ceux qui nous ont dit tu devrais engager ci, tu devrais faire ça, etc. C'est les mecs qui viennent avec une question, ils te la posent, et ils se retrouvent comme un con face à l'évidence, quoi. Et il y a une personne en l'occurrence qui nous a dit, quand on devait faire un dossier pour Nia, il nous a dit mais votre business model c'est quoi? Vous voulez faire des jeux? Parce qu'à l'époque les jeux mobiles et les jeux Facebook c'était le début, c'était vraiment la vague qui s'annonçait. Ou alors vous voulez faire de la techno, de la R&D? Et il a dit, parce que la mode, c'est quand même les jeux Facebook, les jeux mobiles, etc. etc. Ça a l'air de rapporter plein d'argent, machin. Regarde, il y a plein d'exemples de boîtes qui lèvent plein de fonds, etc. Et on a dit, mais non, on est des gros geeks, nous, en fait. Moi, j'ai pas envie de me faire chier à faire un jeu pour que des débiles aillent cliquer sur des tomates, quoi. Moi, c'est pas ça qui m'amuse. Moi, je veux être dans ma cave, je veux coder, et je veux coder des trucs de fou, ultra compliqués, et trouver quelqu'un qui va l'acheter, quoi. C'est ça ce que je veux faire. Et donc, il a dit, bon, bah, faites ça. Il m'a dit voilà. Il m'a posé la question et nous on était qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Et donc on l'a fait. C'était aussi simple que ça en fait. Donc aujourd'hui, voilà, nous on écoute beaucoup les gens qui posent des questions, pas trop les gens qui donnent des conseils en fait. Les gens qui posent des questions. Voilà. Notre objectif pour cette année c'est de faire 1 million d'euros. Donc on fait tout pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça veut dire des gens qui nous payent 1 million d'euros. C'est de monter au moins une filiale et si possible à l'étranger. Donc là on a des business développeurs en Russie, à San Francisco et à Singapour, des gens en fait qui nous accompagnent, des gens de l'Institut Mines Télécom que j'ai évoqué au début, qui nous accompagnent pour nous emmener à l'international. Voilà. Et c'est des gens qui nous ont vus, qui ont fait vous n'avez pas levé de fonds, vous faites de l'argent, mais vous ressemblez à aucune start-up. On va aller regarder un petit peu ce que vous faites et vous accompagner, et ça leur a beaucoup plu. Voilà. Ça rappelle seulement plus ce qu'on faisait, mais en plus pourquoi on le faisait et le fait qu'on voulait faire juste des trucs cool. Voilà, donc ça j'ai fini ma presse. Après j'ai plein de slides techniques pour ceux qui ont des questions plus techniques. Mais donc je propose après qu'on pose des questions, vous puissiez après me dire ce que vous aimez épais ou pas. Il y a des questions? Ouais. Alors moi j'en ai 2 questions. D'accord. Alors la première c'est, donc tu étais à Epita, déjà juste par curiosité, savoir les stages que tu avais fait en 2e et 4e année, voir si tu es parti en semestre à l'étranger aussi. Alors j'ai fait 2 stages dans 2 startups. J'avais fait un stage dans une startup qui faisait une plateforme de blog. Qui était pas mal ranké à l'époque en termes de visiteurs. Je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je dis à l'époque. Qui en fait fait partie d'une boîte de pub. Donc très vite j'ai vu en fait ce qui rapportait de l'argent et comment ça se passait à l'intérieur. J'ai peut-être acquis des mauvais réflexes, je ne sais pas. Donc ça c'est mon premier stage. Mon deuxième stage c'est une autre start-up qui s'appelait YouKnow, qui n'existe plus, qui a fermé très récemment. Je crois qu'elle existe aux US encore, mais plus en France. Et j'ai fait une partie du stage à San Francisco où j'avais rencontré justement tous les soirs, il y avait plein d'apéros pour aller rencontrer les startups de San Francisco. Et c'était très cool. J'ai beaucoup parlé anglais et j'ai surtout beaucoup croisé de startups qui avaient levé 100, 200, 300, 500, 1 million de dollars et qui dans 6 à 8 mois étaient mortes. Pour 99,9% d'entre elles.
Et quand tu leur parles, tu te dis mais tu feras jamais un seul dollar avec ça. Mais là-bas, c'est pas un problème, quoi. C'est pas magique, San Francisco. Voilà. Et la deuxième question, t'expliques que niveau rentabilité, niveau salaire, c'est pas ça au départ, quand tu crées ta boîte. Jamais ça. Voilà. Mais est-ce que aussi tu penses que ça peut être une bonne idée de, dans un premier temps, dès que tu as ton diplôme, dès que tu as fini tes études, bosser, mettre de l'argent de côté, prendre de l'expérience, voir comment ça se passe, et par la suite peut-être ouvrir une start-up en ayant peut-être les idées plus claires et pris de la maturité? Je pense que les vrais problèmes que tu auras, si tu fais vraiment un truc différent, rien pourra t'y préparer. Un des trucs que moi je fais pour arriver à tenir, c'est du sport. Je fais beaucoup de sport. Quand je fais pas de sport, c'est la dépression totale, le burn-out, c'est physique, je suis à plat, je suis mort, je peux pas me lever, etc. Et c'est pas parce que j'aurais été salarié quelque part que j'aurais appris qu'il faut faire du sport rien ne m'aurait préparé à une expérience aussi compliquée physiquement et mentalement. Enfin, faut t'imaginer que tu travailles la nuit et tu te dis comment je vais payer les gens avec qui je travaille tous les jours. J'ai 5 jours pour que les gens payent des factures et que je puisse payer les gens, tu vois. Ça, tu seras jamais préparé. Et ce que ça va t'apprendre, peut-être, c'est les choses que tu veux pas faire dans ta boîte, peut-être. Mettre de l'argent de côté, ça peut être utile. Mais encore une fois, le fait de ne pas avoir d'argent, ça peut être aussi un moteur très puissant. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je déconseille fortement, c'est de faire du mi-temps et de monter sa boîte à côté. Ça, je pense que ça ne marchera jamais. Que le mieux, c'est de vraiment avoir les problèmes tout de suite et que c'est très important de ne pas avoir d'argent et de dire comment je vais en gagner, quoi. Comment je vais en gagner. J'ai besoin, surtout qu'en plus, moi, je suis un ingénieur. Moi, mon truc, c'est la technique, quoi. C'est la technologie, c'est la R&D, etc. Comment je vais arriver à faire du marketing pour vendre des trucs, quoi. Aujourd'hui, quand je suis sur un salon, les gens ils pensent que je suis un marketeur. Alors que non, je suis un ingénieur. Moi, je fais du C++. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cross-compilation, l'architecture logicielle, etc. Mais j'ai appris à faire du marketing par nécessité. La nécessité, c'est un moteur très puissant. Ok, merci. D'autres questions ? Tu as parlé d'incubateur, Paris Incubateur. Dans l'histoire de ta boîte, c'est arrivé au bout de 2 ans, c'est ça à peu près ? Au bout de 3 ans environ, ouais, 3 ans. Quand tu t'es lancé, est-ce qu'il existait déjà des initiatives comme le camping par exemple, ou tous les incubateurs, ou si ça existait pas, est-ce qu'il y avait d'autres solutions ? Et pourquoi du coup tu n'as pas essayé plutôt de commencer à chercher des fonds? Je ne sais pas si c'est des fonds d'investissement derrière, si jamais tu dois leur rendre l'argent ou pas, mais maintenant il existe pas mal de structures qui sont là pour aider les startups qui commencent. Donc est-ce que c'était par choix Alors pour le financement, il y a 3 grands mécanismes, si je me rappelle bien. En gros, tu as le premier qui est les prêts d'honneur. C'est des prêts qui sont faits aux associés en personne, qui doivent ensuite réinvestir dans la société. J'en ai pas parlé, nous on a eu un prêt d'honneur de 60 000 €. Il y a des structures qui te font des prêts d'honneur même quand tu n'as pas d'argent. Donc ça, quand tu n'as pas d'argent, c'est le seul moyen de commencer et c'est pas des gros montants. Nous on a eu 60 000 €. Avec 60 000 €, on a refait en fait la répartition des parts. J'ai eu 51%, mes 2 collègues ont eu 38 et 11% respectivement. Okay. Ça c'est important déjà parce que mes parts je les ai achetées. De la manière qu'un investisseur aurait acheté des parts chez nous et aurait un droit de parole cohérent par rapport à son nombre de parts, moi j'ai acheté les parts de mes associés. Donc ça veut dire que derrière, moi, tous les mois, je paye plus qu'eux. Okay, c'est pas juste que j'ai plus de responsabilités, mais c'est aussi que je paye plus qu'eux. Donc il y a les prêts d'honneur. Donc ça, je vous encourage à aller voir parce que généralement c'est très formateur. Parce que comme ils doivent vous faire confiance, ils vont aussi vous accompagner pour mériter le prêt d'honneur. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est avance remboursable, et ce genre de choses qui est plutôt fait par BPI France aujourd'hui, donc la Banque publique d'investissement. Ça, c'est de l'argent qu'ils te donnent et qui est plus ou moins à rembourser. Il y a différents formats. C'est du prêt avec un différé. Ça, il y a plein de formats, mais tu le rembourses. Ils prennent pas de part dans ta société. Et après, tu as les gens qui vont prendre des parts. Okay, donc là encore, tu as plusieurs types d'investisseurs, on va dire investisseurs en général. Et ça, on n'en voulait pas pour les raisons que j'ai évoquées, même si à l'époque, il y avait déjà, moins que maintenant, mais il y avait déjà moyen de lever des fonds. Il y a des gens qui nous ont proposé de lever des fonds ou de prendre des parts. Il y a 2-3 ans, on nous a proposé 70 000 € pour 20% de la boîte. Okay, il y a 3 ans exactement. Okay. L'année dernière, il était plutôt question de 1 million d'euros pour 20%.
Okay, et cette année, nous, on veut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc pourquoi est-ce que tu me donnerais 1 million, tu prendrais 20% de ma boîte alors que c'est mon chiffre d'affaires de l'an prochain? 1 euro de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus puissant que 1 euro de capital. Donc on n'en voulait pas. Mais tu as tous ces moyens-là et je te laisse décider. Ensuite, pour les structures d'accompagnement, il y en avait beaucoup moins. Quelle qu'en soit leur qualité, il y en avait beaucoup moins. On avait essayé un incubateur, en fait. Plutôt d'avoir nos propres locaux, on avait essayé un incubateur, on s'était fait jeter. On s'était fait jeter parce que la personne n'avait pas du tout compris ce qu'on faisait. Je me permets de dire qu'elle n'avait pas compris parce que, en fait, on n'a pas eu. Elle nous a dit des choses qui se sont révélées fausses. Elle a dit, par exemple, vous n'arriverez jamais à travailler. Vous êtes concurrent avec Ubisoft. Le mec, il n'avait rien compris, quoi. Et on avait essayé de lui expliquer que ce serait un futur client, etc. C'est devenu un client, par exemple. Donc je me permets de. Tu vois, et je sais qu'un an après, ils ont regretté de ne pas nous avoir pris, en fait. Donc là encore, je me la pète. Donc on avait essayé, on s'était fait jeter. Il faut savoir qu'une structure comme la nôtre, elle n'est pas du tout sexy. Pas du tout. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on fait du logiciel, on fait de la R&D, on fait un truc en fait que la plupart des gens ne vont pas du tout comprendre. Mais alors pas du tout comprendre. Mais alors, voilà. Le niveau de connaissance scientifique de la personne moyenne pas juste du français moyen, mais il n'y a pas beaucoup de différence, il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est affligeant, c'est affligeant. On parle beaucoup des politiques, mais c'est pas les seuls, quoi. C'est incroyable. Donc on n'est pas sexy du tout. On n'est pas du tout mainstream. On fait pas genre un réseau social, machin, tout ça. Ça c'est mainstream, c'est facile à expliquer, les gens comprennent. Quand il y a Facebook qui arrive, les gens ont compris. Non, ce qu'on fait, nous, personne comprend. Personne comprend, à part les gens qui se destinaient. Et ensuite, on n'a pas levé de fonds. Donc on n'a pas une histoire super intéressante à raconter où il y a un chiffre facile à vendre. C'est-à-dire que quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis on avait 1 million d'euros, il peut s'en foutre de ce que tu fais, tu as 1 million d'euros. Ok ? Mais c'est vrai, mais c'est important. Et si moi je viens et je te dis j'ai 1 million d'euros, tu me regardes pas pareil que si je te dis j'ai 300 euros. Ok ? La différence, c'est ce que tu fais avec cet argent-là, en fait. D'où il vient, ce que tu en fais, pourquoi il est là, etc. Et il faut comprendre qu'il y a plein de structures, les journalistes en premier, qui vont en avoir rien à foutre des gens qui ont 0 euros. Okay ? La différence, c'est sur le long terme. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, quand on a postulé pour le 2e incubateur, on avait mieux travaillé notre speech, certes, mais surtout, on a trouvé des gens qui étaient justement beaucoup plus formés et aptes à comprendre ce qu'on voulait faire. Voilà, ça répond à ta question. Ouais, et justement, ça permet d'enchaîner sur la deuxième. Tu disais dans le slide que du coup, tu avais des difficultés, peut-être encore maintenant, à trouver des partenaires, à trouver des clients parce qu'ils avaient du mal peut-être à comprendre la technologie. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous manque pour l'instant ? Vous avez besoin de relations. À la fois, vous venez ici sans doute pour avoir des stages et voir un truc, mais est-ce que vous cherchez également à vous développer, à avoir des contacts ? Oui, en fait, le nerf de la guerre, c'est que c'est les gens qui vont juste déjà répondre à un premier mail. Là, on a un petit peu essayé de rationaliser les démarchages commerciaux. Et par exemple, pour l'envoi de mail, tu as jusqu'à 90% de non-réponse. Non-réponse. OK. Donc, et après, on a calculé, on avait 1,6% de réponses positives au premier mail. Donc, imagine ce que ça coûte d'envoyer 1000 emails. Et ensuite, pas avec MailChimp, un par un, pour que ce soit un minimum cadré quand même. Et ensuite, de voir que tu as 90% de réponses, enfin de non-réponse. Tu appelles les gens au téléphone tous les jours. Il y a des gens, ça fait plus d'1 an, qui nous disent « c'est super ce que vous faites en voiture connectée, il faut trop qu'on se parle, on a trop des sujets communs, vous répondez à plein de problématiques qu'on a. » Et tous les 6 mois, tu les croises. Et tous les 6 mois, ils te disent ça. Et tous les 6 mois, ils ont l'impression que c'est le futur, ce qu'ils inventent, etc. Et ils te répondent jamais au téléphone. Donc c'est le gros problème qu'on a en France, pour répondre clairement à ta question aujourd'hui, c'est plus la prospection commerciale et la manière dont certains se comportent en tant que clients que le reste. On dit souvent en France « l'État, il est méchant matin ». C'est vrai, c'est des ordures. Mais, non, pas des ordures, mais c'est très dur quand tu te lèves le lundi matin, et que tu vois un truc de l'URSSAF qui dit que tu leur dois 20 000 euros, alors que non, tu leur dois pas 20 000 euros. Ça te fout un coup sur la patate, tu vois. Mais nous, on a des clients qui ont essayé de couler la boîte. Okay. En France, on est très connu. Il y a une stat récemment qui est sortie qui dit qu'il y a 25% des PME qui meurent, 25%, un quart, qui meurent à cause des retards de paiement. Pas le non-paiement, le retard de paiement. Imagine quand on prend pas seulement le retard, mais le non-paiement, ou alors les clauses contractuelles abusives. Okay, tu as sûrement plus de 50% des boîtes en France, des PME, donc tout le tissu économique qui va employer, innover, etc., qui meurent
assassiner. Parce que ne pas payer ou faire des contrats abusifs, c'est vraiment tuer quelqu'un en face, tuer une boîte. Et donc ça, c'est le gros problème. Et là, tu vas te dire, mais c'est horrible, parce que du coup, la France, c'est un pays horrible pour travailler. Mais non, parce que si tu arrives à le faire en France, quand tu vas dans des pays où ça se passe différemment, bah, t'as l'impression que c'est la poste, quoi. C'est genre, c'est facile, c'est comme une lettre à la poste. Voilà. Donc, c'est formateur. Et les clients, c'est le gros problème. Démarchage commercial, c'est le gros problème. Et c'est ce qui nous manque le plus. Il y a ça. Et après, c'est recruter des gens compétents. Et ça, c'est très très dur aussi. À l'EPITA, par exemple, alors que c'est des gens qu'on connaît, on connaît leur formation, etc. On est très présent là-bas. Quand on est à 45 demandes, on en retient 2 ou 3 à la fin. Donc c'est très très dur de trouver des gens qui sont vraiment très compétents techniquement, et les écoles ont plus envie de former des gens compétents techniquement, ils trouvent que c'est sale. Ils veulent trouver des gens qui font de la finance, tout ça. Voilà, truc très propre, tu vois, la finance. Voilà. Ça répond à ta question ? Vous avez pour projet pour 2014 de créer une filiale au niveau international. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a remarqué qu'ailleurs, il y avait des trucs cool à faire aussi, qu'on ne veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Il y a plein de choses intéressantes à faire, plein d'opportunités à travers le monde, et que le marché en fait intérieur français, il est tout petit en fait. On est une petite boîte, mais bien accompagnée, et on peut faire en fait des choses à l'international assez facilement. Il y a plein de supports pour avoir ce qu'on appelle du soft landing en Europe, aux États-Unis, etc. Donc avoir un bureau à toi pour pas cher, etc. Et c'est purement opportuniste, c'est qu'il y a des opportunités commerciales, on les détecte, si ça marche, on y va et on monte une filiale s'il y a ce qu'il faut pour le faire. Tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui en France, je t'ai parlé des clients par exemple, c'est très très dur, il y a des comportements très différents à l'étranger. On peut avoir le même client en France et en Allemagne par exemple, enfin le même client, le même type de client, qui fait le même métier, tu vois, qui nous achète la même chose et auquel on répond pareil, avec les mêmes prix, et le client français il va dire c'est beaucoup trop cher et c'est de la merde, et le client allemand il va dire c'est le meilleur service que j'ai jamais eu et en plus c'est pas cher. Okay, donc il y a une volonté d'aller à l'étranger parce qu'il ne faut pas être franco-français, il faut juste aller voir à l'étranger, il y a plein de trucs qui se passent en dehors et il faut prendre le positif en France et prendre le positif à l'étranger et puis le négatif on s'en fout. Voilà. Et donc du coup vous n'avez pas de regret de ne pas être parti plus tôt ou d'avoir fait les choses Non. En fait, là encore, ça va paraître très différent de tout ce qu'on raconte, mais pour moi, quelqu'un qui échange la culture de son pays, notamment la culture d'un pays comme la France, parce que c'est pas Jol Clodo, la France, tu vois, quand même, c'est pas tout pourri. Et il y a plein de métriques sur lesquelles on est très largement au-dessus de plein de pays qu'on te vante. Échanger la culture de son pays pour des réductions d'impôts, pour moi, c'est être un très 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 mauvais businessman. C'est d'une naïveté. Voilà. On échange qu'il n'y a pas de prix contre des chiffres, tu vois. Je trouve ça pourri. Mais moi, ça m'arrange parce que plus il y a de gens qui se barrent, mieux c'est, tu vois. C'est pareil. C'est marrant les stats comme ça qui s'inversent. Par exemple, tu penses au chômage. Est-ce que vous savez en France que l'un des plus gros financeurs de la création d'entreprises, en fait, c'est les allocations chômage. Parce qu'on est un des rares pays où on a une telle sécurité de l'emploi et des telles allocations chômage pendant un temps aussi long que les gens en profitent pour créer leur boîte. Okay, ça veut dire deux choses. Quand on vous parle, oh là là, il faut payer beaucoup de charges, machin, etc. Oh, il n'y a pas beaucoup de moyens pour monter sa boîte. Il y a plein de gens qui profitent du chômage pour monter leur boîte et on ne le sait jamais. Pourquoi on n'en parle pas? Ça, c'est dommage. Ils doivent tout ça à l'État et à notre système de redistribution. On n'en parle pas. Finalement, en fait, le chômage qui augmente, c'est une opportunité pour la création d'entreprises. Il faut le voir comme ça. Tu vois, je pourrais faire de la politique. Oui, si j'ai bien suivi, vous n'avez pas fini de rembourser votre prêt étudiant et vous avez le prêt d'honneur à rembourser aussi. Tout à fait. En vous versant le SMIC. Alors comment vous faites? C'est une très bonne question. Open data, c'est parti. Donc le SMIC, c'est environ de tête 1 152 € par mois. Net. Ça a peut-être changé, mais pas tant que ça quand même. En gros, en prêt, je rembourse, si je dis pas de bêtises, un peu plus de 400 € de prêt étudiant.
et un peu plus de 400 € de prêt d'honneur. Okay, donc il me reste 250 € pour vivre. Comment on fait? Déjà, il y a des mecs gentils qui font des forfaits téléphone pas chers. Okay, donc ça déjà, ça m'a permis d'économiser, on va pas croire, mais 15 € par mois, ça fait une grosse différence quand t'as qu'un SMIC. Ce qui se passe, c'est que tu manges beaucoup de pâtes, tu sors pas beaucoup, et après, quand au bout de 3 ans, on avait des bénéfices, donc on a fait ce qu'on appelle les dividendes. Donc ça veut dire que on se verse une partie en autre chose que du salaire, qui est moins imposable, donc qui n'est pas si négatif que ça pour la société, et qui permet de compléter le salaire. Voilà. Mais ça tombe pas tous les mois, honnêtement. Ça tombe quand il y a vraiment de l'argent en trop, littéralement. Donc oui, j'ai une vie de merde. Non, enfin... C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Alors, ça, c'est une chance que j'ai eue moi. C'est que j'ai eu un héritage qui m'a permis d'être propriétaire. Donc, très tôt. Voilà, donc ça enlève une belle épine du pied. Sinon, j'aurais été chez mes parents. Ce qui aurait été moins cool, mais j'aurais été chez mes parents. Voilà. Mais effectivement, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Quand je prends un ticket de métro pour venir, okay, je me retire un repas dans le mois. Okay, donc c'est cool que je sois là. Alors, c'est pas aussi rude que ça, mais tu vis un peu sur les frais de la boîte, tu t'arranges pour faire un resto avec un client. Non, honnêtement, c'est pas ça qui fait une différence. Ce qui fait une différence, c'est pour ça que je te dis qu'il faut être très résistant. Il faut être très résistant, parce que tu n'as jamais d'argent, tu travailles tout le temps. Pendant 3 ans, tout le monde a l'impression que tu fais des trucs pourris. Tu vois, en fait, graduellement, les gens qui te disent « Ah, vous n'y arriverez jamais ». Et puis, au bout d'1 an ou 2, ils font « Ah, comment ça va ?» Et puis, au bout de 3-4 ans, ils font « C'est bien ce que tu as fait ». Alors, je leur dis « Bah, fais-le aussi ». Ils font « Non, mais moi, c'est pas pareil ». Okay, donc, ouais, prépare-toi à avoir le SMIC. Il y a un dicton qui dit plutôt premier à Sparte que second à Rome. Voilà. Donc le salaire, pour moi, c'est pas ce qui vient en premier. Moi, je suis président. Ça fait pas manger, mais il y a ce qui va avec, il y a l'idée qui va avec. Et ça, c'est important. Autre question? J'ai deux questions. Alors, la première, c'est... tu me dis que tu nous as dit qu'il y avait difficulté à payer tes employés, que tu avais un projet qui était en train de se monter, tu n'avais pas forcément des partenariats comme tu les voulais. Comment tu fais pour recruter, sachant qu'aujourd'hui, dans le milieu de l'informatique, c'est super difficile de trouver des gens. Alors comment tu fais? Est-ce que tu es obligé d'aller chercher des personnes qui sont pas forcément des qualités de ouf, ou tu arrives quand même à... Alors, voilà. Souvent, ce qu'on fait pour motiver les employés, c'est qu'on leur donne des parts de la société. Seulement, moi, je trouve ça un peu bête de dire aux gens, je vais te filer des parts qui valent rien, parce que je veux pas lever des fonds. Ce serait un peu hypocrite. On me dit, c'est psychologique, tu vois. Il y a d'autres moyens que les gens se sentent dans le même bateau, comme on dit, que de leur donner des parts. Par exemple, ce qu'on promet aux gens qui viennent faire de la R&D chez nous, c'est qu'ils auront peu ou pas d'horaire, qu'ils travaillent comme ils veulent, qu'ils n'auront jamais à faire un planning de leur vie, même quand ils travaillent avec un client, qu'ils auront le droit de rester 8 heures par jour avec leurs écouteurs sur la tête pour travailler, du moment que quand il faut faire un point, ils sont là, et quand il faut que le travail soit fait, ils soient là, mais ils sont entièrement autonomes. On considère en fait que les gens qui ont fait 5 ans d'études, j'ai pas besoin de les fliquer comme on flique un mec qui doit faire le ménage dans la rue, tu vois. Enfin, c'est des gens, ils sont adultes. Donc il y a une grosse sélection à l'entrée sur les gens pour qu'ils soient autonomes et qu'ils soient une tête bien faite, pas forcément une tête bien pleine. Dans les tests de recrutement, on a tout fait nous-mêmes. Okay, on a fait les tests de A à Z. On a inventé les tests de recrutement et qu'on fait chez nous. Et il n'y a aucune question où on demande aux gens de coder. Donc ça veut dire qu'on recrute ce que je pense être des très bons codeurs, alors qu'on leur a jamais demandé de coder ou de résoudre un problème en code chez nous. On a trouvé d'autres manières de comprendre comment ils réfléchissent, de comprendre comment ils marchent. On a des questions même parfois très loufoques, mais juste pour comprendre comment ça marche dans leur tête, pour trouver des gens avec un profil très spécifique. Et je pense qu'on a des gens très très compétents, parce qu'on fait à 12 ce que d'autres font à 20 ou à 30. Quoi. Voilà. Eux, ils sont payés le vrai salaire du marché.
eux, ils sont payés beaucoup plus que moi. Et même les stagiaires chez nous sont payés plus que moi. Ok. Les stagiaires chez nous, ils sont payés le SMIC. Donc le SMIC, quand tu es un stagiaire, c'est plus que le SMIC quand tu n'es pas stagiaire. Ils sont payés, les stagiaires de fin d'études sont payés plus que moi. Pas les stagiaires de milieu d'études, mais de fin, ils sont payés plus que moi, littéralement. Après, on a des bureaux cool. C'est sympa. Et ils ont l'impression de faire le futur et d'être avec des gens qui avancent avec eux, quoi. Et pour eux, ça vaut plus que le reste. Et ils ont un salaire d'ingénieur normal, donc ils font pas des super sacrifices. Ils se mettent en danger. Mais honnêtement, ils trouvent un travail en une demi-heure, quoi. Moi, si jamais ma boîte, je la vends ou qu'elle coule, mais j'ai un travail en une demi-heure et je serais sûrement payé une somme indécente pour mon âge. Donc, tu vois, c'est juste l'aventure qu'ils trouvent cool. Et puis on fait des apéros aussi. Mais sinon, quand l'alcool est gratuit, c'est cool. Et sinon, donc tu as créé cette entreprise, mais ton but quand même sur le long terme, on est d'accord, c'est quand même à un moment donné de aussi bien gagner ta vie. Tu fais pas ça que par plaisir. Pourquoi ? Il y a plein de gens, ils montent leur boîte et ils veulent être riches en 2 ou 3 ans. Tu vois, pourquoi 2-3 ans ? Moi, imagine, je suis riche à 30 ans, je fais quoi après ? Je vais m'emmerder, tu vois. Il y a une forme de névrose, hein. C'est genre tu sors, t'es diplômé, t'as 23 ans, t'as un bon diplôme, t'auras de l'argent. En plus, si t'as pas des problèmes de santé, genre t'as la polio ou t'as la gueule en vrac, a priori, tu vas trouver une fille qui va t'accepter un minimum. Donc, je vois des mecs qui se casent et ils sont en train de se marier, de faire des gosses, ils ont mon âge, tu vois, alors que t'as 85 ans d'espérance de vie. Je sais pas. Oui, je vais sûrement gagner beaucoup d'argent et mon salaire va augmenter. Et mon banquier, peut-être, commencera ses phrases sans m'insulter. Mais pourquoi le faire en 2-3 ans, tu vois ? Pourquoi 10 ans, c'est beaucoup ? 10 ans, c'est pas beaucoup, en fait. Quand tu penses, les gens qui font pas de l'informatique comme nous, quand ils doivent se faire un plan de carrière, ils sortent de leur école, ils trouvent pas de boulot, ils trouvent du boulot là où ils peuvent, et ça leur prend 10 ans de grappiller pour arriver là où ils veulent. Moi, il faudra 10 ans pour que je sois multimillionnaire et que j'ai un salaire indécent, mais c'est pas très grave, parce que je serai le chef, quoi. Je serai le chef. Et le patron de Haribo, par exemple, il est connu parce qu'il paye ses usines cash. Le mec, il arrive, il aime pas les banques parce que les banques leur faisaient tout le temps des prêts, tu vois. Donc c'est gravé, tu vois. C'est comme nous, c'est gravé. Le mec, il vient et achète des usines cash, tu vois. C'est classe, non ? Genre 10 millions. Bim ! Construit. Genre c'est comme dans Warcraft, tu vois, t'as des péons, tu leur dis construit. T'as un stock de gold. Sans déconner, dans Warcraft, t'as de la dette ou pas, tu vois ? On a l'impression que c'est normal de faire des prêts comme ça et tout. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est pas très grave. Franchement, c'est pas super grave. On vit dans un pays super cool quand même. Tu vois, c'est pas comme si t'étais dans un pays d'Afrique où je risquais de me faire trucider à la machette en fonction de la vitesse à laquelle je cours, tu vois ? C'est pas horrible. Et encore une fois, je risque rien. Je vais trouver un travail, mais voilà. Donc, ouais, c'est super dur. Mais le seul qui tient la machette, c'est la banque. Même pas, on n'a pas le droit au découvert. Ça fait 4 ans, on a le droit à 0 € de découvert, tu vois. Donc c'est juste, nous, une pression qu'on se met. Nous, on avance, on va arriver là. C'est extrêmement dur. Peut-être pour rien, ouais. Mais on s'en fout, c'est ce qu'on veut faire, en fait. C'est très simple, hein. Faut pas croire que c'est compliqué, c'est très simple. Je saurais même pas te dire pourquoi je veux le faire. Qu'est-ce que je ferais d'autre, tu vois. C'est ça. T'as tout ce qu'il te faut. Maintenant, tu vas faire le truc. Voilà. Autant que ce soit cool. Bonsoir. Ouais, pardon. Moi, j'aurais voulu savoir... T'as pas chaud comme ça ? Ouais, un peu, ouais. Mais bon, ça va, après, je vais sortir. Au niveau d'Aeris, vous êtes combien d'employés à avoir une démarche commerciale ? Il y a 2 commerciales. Je dis commerciales parce que c'est des filles. De quoi ? Donc pour être précis, il y a une responsable commerciale et une assistante commerciale qui est une alternante. Et après, il y a moi aussi qui fais beaucoup de commercial, marketing. Je fais tout ce qu'il faut faire et que personne d'autre fait. Voilà quoi. Donc voilà, il y a 2 personnes et donc elles font du mail, du téléphone toute la journée. Est-ce qu'au quotidien, toi qui as eu un parcours quand même d'ingénieur, donc qui est plus porté sur les technos, t'as pas justement beaucoup plus de temps consacré obligatoirement au marketing, au business plutôt Si, ouais.
Mais je code encore. D'accord. Je code encore et sur les 800 000 lignes de code, il y a une grosse partie des commits qui sont de moi et après je délègue le reste à plein d'autres gens une fois que ça commence à rouler. Je fais encore beaucoup de code et je fais plein d'autres trucs qui m'intéressent moins ou qui sont moins intéressants pour moi intellectuellement. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu es quand même ton meilleur commercial, quoi. Même si, à moins que tu sois vraiment le geek du geek du geek qui n'arrive pas à aligner une phrase, déjà, si tu es comme ça, on te recherche. Donc, viens faire un stage chez nous. Pas trop. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que dans une boîte comme la nôtre, c'est mieux d'avoir un mec qui connaît vraiment très bien la techno, mais qui va apprendre à s'exprimer et à être un peu vendeur. Ça peut s'apprendre, plutôt que apprendre à un commercial ce que c'est vraiment la techno et l'informatique. Dans un sens, pas dans l'autre. Je pense que ça va beaucoup plus facilement, en tout cas dans un sens et pas dans l'autre. En l'occurrence, quand tu fais une école d'ingénieur, on t'apprend à apprendre. Donc du coup, tu t'itères, tu comprends et voilà. Avec un peu de chance, t'as un mec qui a un peu de gueule, tu parles facilement, ça va mieux, c'est sûr. Mais je pense que ça s'apprend plus facilement que de comprendre vraiment ce que c'est l'informatique et ce que ça veut dire et ce que ça peut représenter. Voilà, ça c'est un autre problème que j'ai, c'est que les gens ils comprennent pas ce que c'est l'informatique, tu vois, ils pensent que ça rapporte les ordinateurs, etc. Ça m'énerve, tu vois. Mais bon, voilà. Merci. Prêt. Bonjour. Je voulais savoir quels étaient selon toi les pour et les contre d'avoir des associés par rapport à être tout seul quand tu montes une boîte. Le pour définitif, c'est de trouver des gens qui savent faire des trucs qui, un, ne t'intéresse pas, et deux, que tu sais pas faire. Parce que si tu sais pas les faire, tu peux les apprendre, mais ça t'intéresse pas. Voilà. Donc moi j'ai pris un associé qui justement était, lui il est devenu expert comptable, donc du coup il est intéressé, il sait faire la comptabilité, tout ce qui est administratif, etc. Donc sans lui, je perdrais énormément de temps. Et j'aurais fait encore plus d'erreurs que lui, parce que lui, en étant expert comptable et en faisant de l'audit de compte, la certification de compte, il arrive à se tromper aussi. On a eu un contrôle d'URSSAF. On est une boîte de 10 personnes. L'URSSAF a contrôlé les 3 premières années d'existence de la vie de la société. Ça s'est passé dans des circonstances qui sont absolument horribles parce que... Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais disons qu'ils nous ont piégés pour arriver à nous contrôler sur 3 ans. Voilà. Ils donnent un certain délai en fait, pour envoyer des documents. On a envoyé tout. Sauf un d'entre eux qu'on ne pouvait pas leur envoyer parce que ça dépendait de Pôle emploi. Et comme Pôle emploi n'a jamais répondu, on était contrôlé sur 3 ans. Voilà. Et c'était notre faute. Bref, on a eu un contrôle d'URSSAF et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qu'on avait mal fait, tu vois. Alors que ce mec, c'est un expert quand même, c'est son métier. Au final, c'est les URSSAF qui nous ont remboursé 6 000 € parce qu'on s'est bien débrouillé. Mais les URSSAF, quand ils viennent sur 3 ans, pendant 2 jours, ils contrôlent. Et ils font « Ah, on vous doit 6 000 €. » Ils sont pas contents. Mais comme quoi on payait trop, tu vois, pas juste on payait beaucoup, on payait trop. Donc ça c'est cool d'avoir un associé qui sait se débrouiller et tu lui dis voilà, prends 2 jours de congé, tu t'occupes du contrôle d'URSSAF et tu fais tout avec la fille, je vais jamais lui parler. Et voilà. Donc ça définitivement pour... les contres, c'est quand tu connais pas tes associés. Moi, c'était pas mon cas, donc je saurais pas trop en parler. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui se sont fait lourder, où dès qu'ils ont levé des fonds, les associés sont partis en fait avec leur part, ils se sont fait racheter leur part. Et donc tu vois en fait ton capital qui commence à partir n'importe où, t'as plus aucun contrôle sur rien. Et tu te retrouves en fait à faire des assemblées générales où en fait t'es minoritaire, quoi. Tu te fais Steve Jobsé, comme on dit. Steve Jobsé, ouais. Tu fais virer ta propre boîte, quoi. Donc c'est, faut bien connaître les gens. Faut que chacun ait son propre rôle aussi. Moi j'ai vu des boîtes où en fait le directeur commercial il s'occupait de la technique, le directeur technique il s'occupait de l'administratif, c'était le bordel. Donc il faut trouver des gens complémentaires et je pense qu'il faut aussi qu'il y en a un qui soit beaucoup plus fort que les autres en termes de gueule. Voilà. Moi je me frite souvent avec mes associés, avec le directeur technique notamment qui travaille tous les jours avec moi, on se frite très souvent, c'est très productif. Non c'est vrai, c'est vraiment très productif. Mais il faut qu'il y en ait un qui ait quand même plus de poigne et qui arrive à imposer des trucs, justement parce que des fois tu as un problème et c'est sûr qu'il n'y a aucune solution, tu vois. Genre, on peut rien faire. Et il faut quelqu'un qui dit on y va quand même, tu vois, comme ça. Et donc c'est bien quand il y en a un qui est capable de faire du péremptoire, tu vois, quasiment, de dire on y va quand même et on fonce et on verra bien. Et ça, c'est une qualité, tu vois, ça vient pas d'une école ou quoi, c'est un mec
qui va tout droit, quoi. Quitte à se planter, mais c'est pas grave, on verra, on réagira. Qu'est-ce que je pourrais trouver pour les contres? Enfin, tout seul, c'est horrible. Déjà, tu seras tout seul. Même en étant président, avec 2 associés, tu es tout seul. De toute façon. J'ai vu un mec de 50 ans qui a monté sa boîte. Il a 2 ou 3 gosses, je crois. À 50 ans, il monte sa boîte. Il passe de son super salaire à un salaire qui n'existe pas. Ce qui est beaucoup moins pratique pour payer ses factures. Et ce qu'il m'a dit, c'est que je me réveille la nuit et je me rends compte que je suis seul. Même ma femme ne peut pas comprendre en fait ce que je vis. Donc si en plus tu es vraiment tout seul et tu as 100%, et voilà, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc ouais, avoir une compagnie, c'est cool, tu vois. Mais t'associes pas avec un chien ou avec quelqu'un un être humain, c'est mieux. Pour les contres, non, il faut connaître les gens, quoi. Faut connaître les gens. C'est pour ça que le lever des fonds, c'est... voilà, moi j'ai toujours peur que les gens aient pas le... Nous, on est limite des révolutionnaires, tu vois. On n'est pas intéressé par le schéma classique de la société. On veut tout casser. On veut vraiment tout changer sur comment ça marche une boîte. Et plus on aura de gens qui mettent de l'argent et qu'on ne connaît pas ou qui viennent de l'extérieur, plus on sera rattaché à un système financier. Je ne suis pas crypto-communiste, ok, mais juste, je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment de la merde, quoi. Et c'est important que les associés à qui tu es aient ce goût pour l'aventure et pour la révolution. En plus, en France, on est vachement révolutionnaire, on l'a oublié, mais on est un petit peu des fouteurs de merde. Voilà, donc les investisseurs, pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas trop leur place pour l'instant là-dedans, tu vois. Ça aurait du mal à marcher. Voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question. Non, mais c'est pas une démocratie, c'est le plus près qui prend. J'avais une question concernant les futurs ressortissants de 42, entre autres. Comme il y a des... Ressortissants, genre c'est un pays, quoi. Ah genre, oui. Moi, je parle de révolution, toi t'es en sécession. Non, ce qu'on vit en ce moment est relativement compliqué et psychologiquement. Mais quand on sortira de là, on sera très renforcé. Et je voulais savoir justement si des profils comme nous étaient intéressants pour des entreprises comme la vôtre qui recherchaient justement des personnes assez pointues et motivées pour le... Non, je parle lentement. Mais voilà, si on était des profils relativement intéressants et si justement ce serait bénéfique pour la société française, qu'on sorte de là et qu'on mette un petit peu notre punch. Nos couilles sur la table. Non. J'ai eu un troll il y a pas longtemps. J'ai demandé en fait sur Facebook quand ça parlait de Uber, tu sais j'ai dit mais du coup c'est quoi la différence entre Uber et G7 concrètement? Parce que je suis allé sur leur page, j'ai regardé About, les features, et je me suis dit franchement voilà c'est cool, il y a une app, bon il y a des features en plus, mais derrière est-ce que c'est une vraie révolution d'usage, etc. Est-ce que tu prends plus ça que le taxi, pourquoi, etc. Les gens ils m'ont répondu, et la conclusion c'est que aucun d'entre eux trouvait ça vraiment complètement nouveau. Tu vas voir, c'est une réponse. Hein. Mais en fait, ce qui rendait ça révolutionnaire, c'était le delta qu'il y avait entre là où en était la législation française, là où en était notre marché du taxi en France, et ce qu'ils proposaient eux, en fait. Et en fait, c'est d'arriver à avoir un pays qui est par endroits tellement en retard que juste d'être normal, c'est être en avance. Tu vois, et d'arriver à créer de l'innovation virtuelle en fait, tu vois, c'est parce qu'en fait c'est pas vraiment innovant, c'est juste que t'es en retard, tu vois, c'est comme c'est pas en Suisse c'est pas cher, c'est nous qui sommes pauvres, ok, c'est la même chose. Et donc du coup il y a plein de trucs comme ça où en France il y a vraiment énormément de potentiel. On a une réputation à l'international qui est extrêmement bonne pour tout ce qui est justement de l'ingénierie et de la science. Et on donne beaucoup de crédit. Il y a beaucoup de Français dans beaucoup de boîtes à succès qui ont joué des rôles clés, pas seulement en France mais partout ailleurs. Mais il y a aussi plein de choses à changer, et donc il faut des gens. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à un tel point que être différent, quel que soit comment t'es différent, c'est peut-être mieux. Quel que soit ce qui fait que t'es différent, c'est peut-être mieux. Donc je connais pas en fait les profils des gens qui sont ici, mais si c'est différent, on est arrivé à un tel point qu'il y a une très forte probabilité que ce soit forcément mieux.
on peut s'en réjouir, ça dépend où on est. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est voilà, la différence. Il y a de grandes chances que ce soit une qualité en soi. Ça paraît abstrait, et pourtant ça l'est devenu parce qu'on est trop en retard. Tu vois, c'est une réponse positive et négative. C'est un peu pourri, c'est genre. Mais je te laisse avec ça. Débrouille-toi. Est-ce que ça te convient comme réponse ou pas? Oui. Okay. Donc oui, ça peut être intéressant. Mais après, je sais pas, vous n'avez pas rencontré, j'ai pas fait d'entretien ou quoi, ou voilà. Mais si vous kiffez coder et vous êtes intelligent, a priori, ouais, quoi. Si tu veux des trucs vraiment terre à terre. Et on peut donc rester en contact. T'as mon mail, quand t'as besoin d'un stage, tu demandes. Ou sinon, tu vas sur le site, ou tu vas sur hello@iris.in pour les mails, et tout le monde reçoit, et on verra. Je t'invite à le faire. D'ailleurs, Jean-Marc a déjà envoyé quelques offres de stage. Et j'attendais son passage pour vous les diffuser. Et donc, je ferai ça dès demain matin. Je voudrais revenir en fait sur la technologie que vous proposez. Déjà savoir comment l'idée vous est venue et qu'est-ce qui vraiment a motivé pour à partir de rien vraiment pour se dire ça va marcher cette techno et c'est vraiment intéressant quoi. L'idée nous est venue parce qu'on voulait faire donc ce jeu, cet univers 3D dont j'ai un peu parlé, juste comme ça. Comme vous avez sûrement plein d'idées tous les jours. Voilà. C'est une d'entre elles est devenue une sorte d'obsession et c'était rigolo à faire. Après, pourquoi la 3D par exemple, ça m'intéresse plus qu'autre chose? Parce qu'après, des idées, j'en ai plein, tu vois. Comme tout le monde, j'en ai plein tous les jours. Et pourquoi la 3D? Il y a ce côté où l'informatique, en fait, on a inventé l'informatique. On a inventé l'informatique. L'univers, il s'est créé. T'as eu le Big Bang. T'as vu le générique de Big Bang Theory? Tu vois le... Ok. Et ce qui est intéressant, en fait, dans l'univers, c'est qu'il y a une règle immuable de la flèche du temps, et les choses deviennent plus froides et plus chaotiques. Ok, c'est dans la règle de la physique. Il y a plein de raisons à ça. Et donc tout devient plus froid et plus chaotique. Et tout devient aussi en même temps plus complexe. Au début, tu as eu du gaz, et puis ensuite, de l'énergie, du gaz, de la matière, et ensuite ça fait la vie. Bon, on ne sait pas pourquoi. Et puis après, la vie, c'est devenu de plus en plus complexe, et être multicellulaire, des gens avec un cerveau... on en doute encore aujourd'hui, mais techniquement, c'est là. Et après, nous, on a commencé à inventer des trucs. Et en fait, si tu réfléchis, en fait, c'est Shakespeare qui disait ça. Nous sommes tous les enfants des étoiles. Il ne savait pas à l'époque, c'était littéral. C'était littéral. Que tous les composants, le fer, quand on sent, vient, effectivement, tous les métaux lourds ont été faits dans les étoiles. Et donc, toi, t'es résultat de millions d'années, même de milliards d'années d'évolution, de 15 milliards d'années d'évolution. Et donc, tu es l'univers qui se contemple lui-même et qui se crée lui-même. L'ordinateur qu'on a créé, c'est brainfuck. C'est brainfuck, mais c'est ça. Tu es en train de créer la nouvelle étape, de trucs complexes dans l'univers, avec de la nanotechnologie, avec de la réalité virtuelle, etc., etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'informatique, c'est déformer en fait l'univers, c'est prendre des électrons pour en faire des trucs que les humains trouvent cool. Et donc c'est déformer l'univers pour réaliser ta volonté. Et donc je trouve ça encore plus rigolo de déformer l'univers pour en créer un autre qui soit virtuel ou voilà. Et donc c'est pour ça marrant de faire de la 3D pour créer des univers qui sont de plus en plus convaincants. Et je trouve que c'est vraiment voilà, je trouve que c'est mignon en fait, c'est joli dans le déroulé. Ça paraît comme ça récursif à l'infini. Et donc moi ça m'intéresse. Voilà. Et ça, quand tu vas expliquer que l'informatique, pour moi, c'est une forme de... C'est vraiment pas juste la bicyclette de l'esprit, comme disait Jobs, mais c'est vraiment l'univers qui lui-même devient de plus en plus complexe via l'être humain et qui se modifie lui-même. Et personne ne va te comprendre au gouvernement, tu vois, par exemple. Par contre, si tu as 1 million d'euros, ça... Voilà, mais je pense qu'on a besoin de replacer l'outil informatique, de replacer ce que c'est la science au cœur du débat, notamment aux États-Unis. Et voilà, donc moi je trouve ça cool ce que je fais, ça m'intéresse en fait intellectuellement. C'est pour ça que je le fais en fait.
C'était plus pour Orbit, en fait, vraiment l'idée, comment elle a germé. Alors, Orbit, dire que c'est... Pourquoi c'est devenu ce que c'est? Là, en fait, c'est beaucoup plus terre à terre, même si là encore, il y a plein de trucs intéressants à dire là-dessus. C'est quoi un objet connecté, en fait? La définition est absolument impossible à établir. Quand on a commencé, en fait, on avait du code serveur, du code client. Et ça nous énervait à chaque fois qu'on modifiait le serveur de modifier le client. Alors on a fait un outil pour générer le code qui communique entre les deux. Et quelqu'un nous a dit, est-ce que vous pouvez faire pareil avec un iPhone et une page web? On a dit, bah oui, on va un petit peu modifier la génération du code, ça marchera pour de l'iPhone. Et c'est là qu'on s'est dit, ouais, mais en fait, on pourrait faire ça pour plein de téléphones, pour plein d'appareils différents. Et c'est en évoluant comme ça, en voyant les modes, en voyant les opportunités, qu'on a transformé ça en quelque chose pour l'Internet des objets, les objets connectés, alors que derrière, on avait fait ça juste pour faire du code client-serveur. Donc l'idée, elle nous a paru cool, intéressante, etc. Et ça s'est modifié en fonction de ce que les gens nous demandaient de faire avec. Donc le fait qu'on avait besoin d'argent, ça a complètement modifié la destinée d'une technologie. Et il se trouve que maintenant, elle paraît vachement pertinente. Et il y a 8 ans, elle ne servait pas du tout à ça, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez dans l'optique ou même l'idée de partir sur tout ce qui est médical, justement, avec ça? Il y a plein d'opportunités. Après, le médical, c'est vachement compliqué parce qu'il y a beaucoup de réglementations et parce que les gens risquent de mourir. Pas de faim ou d'épuisement, parce que ça, on contrôle assez bien, mais de vrais trucs sérieux. Donc pour l'instant, on n'a pas de trucs engagés pour le médical. On s'intéresse pas mal à l'énergie, par exemple, parce qu'on travaille sur un objet connecté lié à l'énergie qui pourrait être une de nos filiales, qu'on a prototypé et qu'on développe en interne, mais pas le médical pour l'instant, non. Bonsoir. Moi, ma question, c'était plutôt par rapport à l'aspect financier. Est-ce que le crowdfunding aurait pu être une option? Est-ce que vous l'avez envisagé? Le crowdfunding pour le software, ça marche pas. Pour les mêmes raisons que j'évoquais, c'est que c'est pas sexy le software en fait. Va sur tous les sites de crowdfunding, Kickstarter en premier, tu verras qu'il n'y a aucun financement, c'est maximum 200 000. Et que ça demande beaucoup de ressources pour y arriver, peut-être même 200 000 $ pour y arriver, et que 200 000 et puis après 100 000 et puis après tout le reste c'est moins de 50 000. Et les sites de crowdfunding spécialement pour le software, ça marche juste pas du tout, quoi, du tout. Ok, merci. On y réfléchit. Encore 2-3 questions et puis. Je marche beaucoup parce que j'ai mon podomètre et je veux être sûr que j'ai un super score ce soir en fait. Cartonné là. Pourquoi vous êtes décidé dès le début à pas du tout toucher à l'intelligence artificielle quand vous parlez des objets connectés, tout ça? En fait, aujourd'hui, on a quelqu'un qui bosse sur de l'IA pour Minko, pour permettre de facilement faire des agents qui se déplacent dans des mondes 3D. On l'a pas fait au début parce que tant que t'as rien à afficher, les trucs qui réfléchissent, c'est pas, il y a pas grand chose pour les vendre, quoi. Voilà. Et puis après, il y a historiquement, en fait, moi j'ai commencé à travailler sur Minko, sur la partie 3D. Mon associé directeur technique, il bossait sur Orbit. Et il aurait fallu une 3e personne à temps plein pour bosser sur l'IA. Quand tu as en fait de quoi payer un nouvel ingénieur, tu vas quand même... Déjà, on avait 2 directions. On essayait que ça aille quand même dans seulement 2 directions et pas 8, 12, 15. Voilà. Maintenant qu'on a plus de gens, on se permet de le faire. Ouais. Pas spécialement de questions, mais en tout cas, je vous remercie d'être venu et d'avoir donné toutes c'est pas une question. Oui. C'est facile celle-là. Quelqu'un a encore une question? Ouais, petite standing ovation là. Merci. Si tu veux, je t'envoie les slides. Il y a quelques slides barbus après. Si on va boire un verre et je te montre les slides d'après. Moi je suis pareil, je suis pauvre. J'apporte les slides, t'apportes l'alcool. Merci à vous. T'as un petit mot encore? Ah oui, un petit mot avant de partir comme un voleur, ouais.
Les autres sont pas plus malins que vous, ils sont juste... Ça a cassé tout mon effet. Un complot. Ouais, donc j'allais dire, les autres sont pas plus malins que vous, ils sont juste plus nombreux. Ce sera ma conclusion. Et pensez-y tout le temps. Et merci de m'avoir reçu. Ça fait toujours plaisir de voir des gens motivés. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, c'est ça qui compte le plus. Donc continuez.